Maintenant, que faire? Créer quelques terrains résidentiels à Bruxelles, réouvrir le terrain à Haarlem et ouvrir des lieux d'accueil temporaires. Ça, c'est les 3 points pour lesquels on fait de lobbying vers les organismes et les autorités nécessaires. Là, je vais être très bref. Ça, c'est plutôt destiné pour les services logement, les services de la commune qui créent des terrains. Et ça montre que un terrain, il y a certains critères quand même avec lesquels il faut tenir compte quand on crée le terrain. La viabilité, sécurité, la salubrité, l'accessibilité parce que c'est des caravanes qui circulent, c'est grand. On va avoir une voie d'accès carrossable avec un revêtement dur. Si c'est la boue, les voitures ils s'enfoncent. En ce qui concerne le voisinage, d'habitude on ne met pas des grands groupes de gens de voyage au milieu des quartiers résidentiels. Alors on doit un peu voir où est-ce qu'on peut installer ce genre de groupe. On ne va pas les mettre sur les territoires vulnérables qui doivent être assainis, c'est ça? Où il y a quelque chose dans le sous-sol pollué, voilà. En ce qui concerne la taille, pour vous donner une idée, voilà un terrain de passage d'un côté et un terrain résidentiel de l'autre côté. Un terrain de passage où les gens ils peuvent s'installer de courte durée. Sur un terrain résidentiel, ça va être adapté à un séjour longue durée. D'habitude, les terrains de passage sont de plus grande taille et les terrains résidentiels sont de taille réduite. C'est plutôt familial, avec une famille, maximum 2, avec plusieurs caravanes. Alors, une famille, c'est père-mère, un caravane, et les enfants qui sont mariés. Alors, il y a 1, 2, 3 nouveaux caravanes. Peut-être aussi une caravane cuisine. Voilà, ça c'est un noyau de famille. Alors, les gens de voyage eux-mêmes aussi proposent de créer des terrains à taille réduite, juste pour 1 ou 2 familles, pour le rendre aussi gestionnable, ou gérable. Voilà, sur un terrain de passage, on peut aller jusqu'à 50, c'est un peu grand, mais quand même une vingtaine de caravanes. D'habitude, c'est ça le nombre qu'on permet au terrain de passage. Tandis que le terrain résidentiel, comme je viens de dire, 5 à 10 caravanes maximum. C'est ça qu'on essaie de proposer maintenant à Bruxelles, ce genre de terrain. La superficie pour une caravane sur le terrain de passage est aussi moins que pour un terrain résidentiel où on doit vivre tout le temps. Voilà, ça c'est les 150 mètres carrés, c'est le minimum quand même qu'on va avoir pour des caravanes sur le terrain résidentiel. Ça c'est déjà beaucoup moins qu'en Flandre par exemple où on compte 240 minimum pour mètres carrés pour un caravane. Mais parce qu'à Bruxelles, les terrains l'espace est très réduit et très restreint. Voilà, on diminue vers 150. Les exemples de terrains, c'est des parkings, des terrains en friche, des impasses, des terrains réservés pour les futurs développements urbains qui ne sont pas utilisés pour des périodes en attendant de construction. Il y en a assez à Bruxelles. Des anciens terrains industriels avec un revêtement bétonné, etc. etc. Il y a des possibilités, sûrement, à Bruxelles. Qu'est-ce que fait la commune? La commune, bien sûr, a des tâches à faire, une réglementation. Pour des sites temporaires, il nous faut un règlement communal spécifiant les conditions d'utilisation, règlement de police, une convention d'occupation avec toutes sortes de critères, un règlement financier par les gens sont prêts à contribuer, à cotiser, ça c'est clair. Pour des terrains résidentiels, un contrat de location sous une certaine forme, convention de concession ou d'autres genres de contrats, cadre et règlement d'ordre intérieur contrôlés par la commune et par le gestionnaire. Et entre autres, si on a des terrains résidentiels, on peut travailler beaucoup plus sur aussi d'autres axes d'intégration,
insertion par exemple, par le logement par exemple. On peut travailler beaucoup plus facilement sur la scolarisation des enfants, insertion socio-professionnelle. Et il y a beaucoup d'exemples dans les régions où il y a des communes qui ont alors créé ces possibilités sur le terrain. Et il y a une énorme collaboration de la commune, d'associations avec les gens sur place, sur le terrain. Alors on montre que c'est possible, il faut juste avoir le courage aussi politique pour commencer un tel projet. Comme je viens d'expliquer l'autre fois, à Mors par exemple, on a visité le terrain assez récemment. Et c'est un terrain où la commune a travaillé sur l'emploi. Et il y a, et ça c'est un peu particulier chez les gens du village, il y a des femmes qui ont trouvé un emploi régulier. D'habitude, les femmes restent dans le caravane pour faire la gestion de la maison, de la famille, des enfants. Mais là, on arrive à travailler avec les femmes pour les guider vers le marché d'emploi. Juste pour vous montrer que bon, ça ne se fait pas d'un moment à l'autre. Il y a tout un développement, un processus qu'on peut mettre en marche avec les gens du voyage. Mais il faut avoir le terrain et surtout des terrains quand même organisés de façon professionnelle avec une implication de la commune. Voilà, on a besoin d'un équipement minimal comme infrastructure, un raccordement à l'eau potable, des toilettes pour terrain résidentiel, des toilettes temporaires, éventuellement pour des terrains de transit et de l'accueil, excuse-moi. Des terrains résidentiels, bien sûr, l'infrastructure est un peu plus durable. Le point d'évacuation d'eau domestique usée, éventuellement raccordement électrique, surtout pour le terrain résidentiel. Terrain de transit, ce n'est pas toujours demandé, mais c'est pratique quand même. Et voilà, des aménagements plus durables pour le terrain résidentiel où les gens restent toute l'année. Ramassage d'ordures, etc. Alors, bien important de coordonner bien les services qui sont impliqués sur un terrain, avec un point de contact communal, avec le cabinet de bourgmestre qui s'occupe de l'ordre public, la sécurité, hygiène, la police qui doit être impliquée, l'agent de quartier, aussi pour garder un peu les choses dans l'œil, maintien de l'ordre, développer aussi une façon de communiquer, de travailler avec les gens, une sorte de politique de proximité, en effet, aussi de la police. Une communication avec les riverains qui se posent souvent beaucoup de questions, bien sûr, qui est aussi bien comprendre, mais là aussi, on ne doit pas oublier cette bonne communication, une info préalable, point de contact, écouter les gens, etc. Alors, un partenariat avec l'associatif est toujours bien... on propose toujours, parce qu'il y a cette expertise, on peut donner des formations aux gestionnaires, on peut faire l'accompagnement des familles, on fait la médiation éventuellement nécessaire entre les familles et les services, etc. Il y a d'autres associations comme par exemple le Mobile School qui sont aussi prêts, c'est une ASBL qui fait des sortes de charrettes éducatives avec des panneaux éducatifs pour travailler avec un peu partout dans le monde avec des jeunes qui sont dans la rue. Mais là aussi, ils sont prêts à s'investir chez les gens de base sur le terrain pour créer des sortes d'écoles mobiles pour pouvoir travailler avec les plus jeunes pour leur susciter l'intérêt à l'enseignement, à l'école, à l'apprentissage. Alors, il y a plein d'autres possibilités d'organiser sur un terrain. Et désirablement, un comité d'accompagnement avec différents acteurs pour coordonner la gestion d'un terrain. Gestion quotidienne, alors sur le site passage ou temporaire, ça devrait bien sûr être une gestion professionnelle
éventuellement, ici dans la région, éventuellement porté par la région. Alors, le gestionnaire doit d'abord identifier, enregistrer, communiquer avec les gens. Il va coûte que coûte avoir un bon contact avec tous les services communaux et régionaux. Et il doit faire respecter strictement le règlement et l'application des sanctions. Pour les terrains résidentiels, le suivi est beaucoup plus léger. Un gestionnaire ne doit pas être toujours sur le terrain parce que là, les gens, les familles se gèrent eux-mêmes. Ils se sont beaucoup plus responsables sur leur propre terrain. Ça, c'est le problème chez les sites de passage. Ça a été le problème qu'il y a parfois des familles qui arrivent, qui ne se sont pas du tout responsables, qui gâtent un peu l'ambiance pour les autres. Terrain résidentiel, alors, gestion quotidienne assurée par la famille. Le locataire principal est le responsable, reste la personne de contact. Voilà, on paye des frais d'aménagement, de consommation et on peut aussi impliquer une personne de référence de la groupe, de la communauté, qui vit peut-être ailleurs, mais qui est aussi impliquée dans la gestion et la bonne évolution du projet. Faire, pour résumer, créer des projets pilotes à petite échelle de 5 terrains résidentiels, chaque fois une famille bruxelloise bien connue, avec environ 5 caravanes. Oui, les mesures, on en a déjà parlé. On a dit 150 minimum. Ça dépend bien sûr de la possibilité d'avoir des terrains. On pourrait diminuer vers 120, mais désirablement, on parle quand même de 150 mètres carrés. Les gens, au moins, ils ont besoin de 6-7 mois, désirablement plus, mais au moins pour hiverner, ils ont une grande demande de terrain. Hiverner, alors, voilà, la période d'octobre à avril, les gens ils n'ont pas vraiment l'habitude de voyager non plus. Ils n'ont pas la volonté aussi de voyager. Même après, comme je dis, s'ils ont la possibilité de rester, ils vont rester pour la plus grande partie. S'ils sont obligés de partir, ben, ils vont partir, ils vont chercher de nouveau des emplacements ailleurs. Éventuellement avec une convention d'occupation précaire. C'est un système qui est un peu facile et surtout applicable sur les terrains qui ne sont pas destinés à accueillir des gens du voyage, soit même à mettre des constructions. On est aussi pour la réouverture du terrain à Haren et une conversion du terrain de transit en terrain résidentiel, comme le terrain à côté des forains. Si ça reste un terrain de passage, on doit coûte que coûte mettre des conditions plus strictes d'utilisation et de gestion. Et ça, je pense qu'il reste nécessaire d'ouvrir pour certaines périodes ponctuelles, des périodes très temporaires aussi, ouvrir des lieux d'accueil, parce qu'il y a toujours des familles qui auront besoin pour quelques jours, pour une semaine. Alors là, il est nécessaire d'identifier des sites possibles dans chaque commune où les gens pourraient se mettre pour cette petite période. Voilà. En créant alors des possibilités, des projets à Bruxelles, c'est le seul moyen aussi d'acquérir cette expérience. On a aussi besoin d'acquérir une meilleure expérience à Bruxelles pour qu'on puisse aussi échanger avec d'autres communes. On peut dire par exemple qu'à Bruxelles, la ville a toujours, les autres communes, ils ont toujours dit oui, on ne crée pas de terrain parce qu'on va attendre l'expérience de Bruxelles. L'expérience de Bruxelles était ce qu'elle était, mais bon, ça a été aussi une expérience négative. Maintenant, les communes disent voilà, non, on ne voit pas d'exemple positif, alors on ne va pas risquer de s'investir dans un projet pareil.
C'est pour ça qu'on organise parfois des visites vers d'autres terrains dans la région, Flandre, Wallonie, pour montrer qu'un terrain résidentiel, ça peut apporter vraiment une expérience très positive. Et le terrain de Arles, vous savez à qui il appartient? À la ville, au CPS? C'est le CPS. Oui. Il y a des ressources qui existent. Un inventaire de terrains potentiels fait par le cadastre, Perspective Brussels, très récemment, avec notre aide. Il y a des guides pour l'aménagement et la gestion de terrain pour les gens de voyage. Il y a des modèles de règlement. Il y a une méthode de communication avec les riverains. Il y a des formations, interventions avec les gestionnaires de terrain qui existent. Des possibilités de faire des stages auprès d'autres gestionnaires dans d'autres régions. Accompagnement, médiation, service d'adresse de référence au foyer. Nous, on a une adresse de référence avec une 200aine de personnes. Où on fait aussi une guidance, un accompagnement administratif des gens. Et voilà. Et il y a ce qui existe, c'est une connaissance approfondie des familles belges, roms, manouches, les gens de voyage, chez certains acteurs. Alors ça existe, il y a déjà cette histoire, cette connaissance, et c'est toujours important d'avoir et d'appliquer cette connaissance, d'utiliser cette connaissance, parce que c'est vrai que parfois c'est assez compliqué aussi de comprendre un peu le monde des gens de voyage avec les relations familiaux entre eux, etc. Qui est qui, quelle est telle famille, est-ce qu'ils sont liés à telle famille, etc. Alors ça, c'est bien aussi de bien comprendre comment ça joue dans cette communauté. On reçoit souvent des questions sur d'abord les nuisances. Est-ce que ça ne va pas augmenter les nuisances quand on crée un terrain? Alors l'expérience des terrains existants montre que les nuisances peuvent être réduites, sous condition qu'il y a cette organisation, encadrement professionnel de l'accueil. On reste à petite échelle. On ne crée pas de trop grands terrains. On organise cette gestion professionnelle et un contrôle strict et un respect du règlement. La première partie qui est justement pour ce règlement strict, c'est les gens de voyage eux-mêmes. C'est eux qui demandent justement d'appliquer strictement des règles. Parce qu'ils savent très bien, si on ne le fait pas, comment ça peut déraper. Alors, une application de sanctions, si nécessaire, pouvant aller jusqu'à exclusion. Alors, stimuler des contacts normaux entre les gens de voyage et les riverains. On voit d'habitude sur des terrains publics qui existent déjà depuis des années. On voit aussi une meilleure convivence entre les voisins et les gens de voyage. Parfois, on crée des liens, on fait des activités ensemble, on crée, même ça peut aller d'un barbecue, une fête sur le terrain où on invite les voisins, etc. Est-ce que ça n'augmente pas la criminalité dans le quartier? Là, on voit que c'est le poids des préjugés qui joue fortement. Et il ne faut pas non plus faire l'amalgame avec les bandes organisées itinérantes. C'est un autre phénomène, mais les gens de voyage belges, ils disent pourquoi on va organiser cette criminalité, parce que ça c'est notre terrain d'accueil, notre maison. La Belgique c'est notre endroit, on est là. Les bandes organisées, c'est souvent d'autres nationalités qui arrivent ici, qui s'en vont ici, qui développent certaines activités criminelles pour une certaine période et s'en vont quand la police commence à les approcher. Alors, il ne faut pas du tout faire l'amalgame entre ce genre de groupes. Alors, les gens de voyage et ces bandes organisées. Souvent, ce sentiment de criminalité, c'est contredit par l'expérience des services police de quartier eux-mêmes, du quartier des terrains. Bien sûr, on parle toujours et de nouveau, et on continue à parler de ce maintien strict de l'ordre et du respect
des règlements qui est très nécessaire pour éviter toutes sortes de criminalité, de nuisances, etc. Pourquoi s'occuper de ce petit groupe de population? Finalement, c'est des Bruxellois, c'est des Belges. Leur mode de vie est constitutif de notre diversité historique, de notre patrimoine culturel, de notre société. Alors, on a la tâche de s'occuper aussi de ces groupes. Et politique de logement social. Oui, voilà. Pourquoi s'occuper du logement social et de ne pas s'occuper des gens du voyage, qui ont aussi une sorte de terrain social, on peut le dire. Alors, en tout cas, qui ont besoin aussi d'une politique de logement social. Est-ce que ça ne crée pas un appel d'air? Il n'y a pas d'autres familles qui sont attirées et qui vont s'installer. Alors, si on évite bien le nombre de placements sur un terrain et on a cette gestion stricte et on le maintient et le contrôle, alors cet appel d'air n'existe pas. Et là encore, il s'agit maintenant d'acquérir cette expérience à Bruxelles parce qu'on en a encore trop peu. Et surtout des expériences positives, on en a encore trop peu. Et voilà, c'est ça les gens du voyage. Bon, ça c'est notre service, ça c'est mon exposé sur les gens du voyage. Maintenant, je ne sais pas quelle heure il est. Oh, c'est 11h20. Ouais, on va faire une petite pause. Oui, j'estime qu'il y aura encore des questions sur les Roms en général, les sans-abri, etc. On peut encore en parler tout de suite. Ça va?